Le message est arrivé avant que je n'atteigne le couloir. C'est bien, ai-je dit au téléphone d'une voix posée. Puis j'ai ajouté une seule phrase. Alors tout sera annulé. Il y a eu un silence. Le genre de silence qui vous indique que quelqu'un vient enfin de réaliser qu'il est allé trop loin. Je m'appelle Léa. J'ai 28 ans. Et Noël a toujours été ma responsabilité. Pas les photos souriantes, pas les compliments, mais l'organisation, les réparations, le travail silencieux qui faisait paraître ma mère parfaite. Alors quand elle m'a dit qu'on n'avait pas besoin de moi cette année, que je n'étais pas invitée, pas la bienvenue, quelque chose a basculé. Je n'ai pas discuté, je n'ai pas supplié. J'ai arrêté de protéger ses vacances. Et c'est à ce moment-là que son Noël parfait a commencé à s'effondrer. Je n'ai pas choisi de devenir celle qui gérait Noël. Cela m'a été confié morceau par morceau, année après année. Au début, cela semblait insignifiant. Peux-tu envoyer le message au groupe familial sur WhatsApp? Peux-tu aller chercher mamie à la gare? Peux-tu avancer les courses et on s'arrangera plus tard? Le plus tard n'est jamais venu. Au début de ma vingtaine, le mois de décembre a cessé de ressembler à une fête. C'est devenu une date limite. Je suivais les listes d'invités sur mon téléphone, les budgets dans mes notes, qui avaient besoin d'un trajet en voiture, qui ne s'entendaient pas avec qui allait se plaindre quoi qu'il arrive. Ma mère adorait dire « Je ne pourrais pas faire ça sans toi ». Mais elle ne voulait jamais dire à ses côtés. Elle voulait dire derrière elle. Quand quelque chose tournait mal, elle m'appelait en panique. Quand tout allait bien, elle s'avançait en souriant. Les gens louaient sa cuisine, sa chaleur, ses parfaites traditions familiales. Personne ne me voyait quitter le bureau plus tôt pour faire les courses au supermarché. Rester éveillée après minuit pour corriger des plans qu'elle avait oublié avoir approuvés. Payer des acomptes parce que ma carte bancaire était déjà enregistrée. Thomas, mon frère, arrivait avec des blagues dans le coffre vide de sa Peugeot. Tout le monde riait. J'arrivais avec des listes et des reçus. Tout le monde s'y attendait. J'ai payé pour les bougies, les décorations, la nourriture supplémentaire juste au cas où. Quand j'ai demandé à être remboursée, ma mère a soupiré comme si je la décevais. Pourquoi en fais-tu une question d'argent, c'est la famille. Alors j'ai arrêté de demander. Je me disais que c'était à cela que ressemblait le fait d'être fiable. Que c'était de l'amour. Que je comptais parce que les choses s'effondraient sans moi. Mais lentement, j'ai remarqué quelque chose. Je n'étais pas incluse dans les décisions. J'étais informée après coup. On ne me remerciait pas. On comptait sur moi. Et quand ma mère a fini par dire « Personne n'a besoin de toi ce Noël », ce n'est pas venu de nulle part. Cela a confirmé ce que j'avais peur d'admettre. Je n'étais pas sa fille en décembre. J'étais sa main-d'œuvre gratuite. Et une fois qu'on voit cela clairement, on ne peut plus l'ignorer. La semaine avant Noël, la maison changeait toujours. Pas plus bruyante, pas plus joyeuse, mais plus lourde. Je pouvais le sentir dans mon corps avant de le comprendre avec des mots. La plupart des soirs, je me tenais dans la cuisine en faisant défiler mes courriels, des rappels de travail, des changements d'horaire, un message de mon patron me remerciant d'être resté tard encore une fois. Dans le salon, ma mère parlait de centre de table, d'éclairage, de la façon dont la table devait paraître sans effort. Sans effort pour elle signifiait invisible pour moi. Elle m'appelait sans se retourner. As-tu rappelé à tante Claire pour son allergie? Peux-tu prendre plus de serviettes demain? Nous aurons peut-être besoin de chaises supplémentaires juste au cas où. Le juste au cas où, c'était toujours moi. Mon téléphone vibrait constamment. Des cousins demandant à quelle heure arriver. Des oncles demandant quoi apporter. Mamie demandant si quelqu'un venait la chercher. Il ne demandait pas à ma mère. Il me demandait à moi. Au travail, je déjeunais à mon bureau. À la maison, je restais debout pendant que tous les autres étaient assis. Mon corps a appris à être fatigué sans se plaindre. Thomas allait et venait. Il plaisantait. Il me taquinait sur mon côté tendu. Ma mère riait et disait qu'elle aimait avoir le contrôle. Ce n'était pas du contrôle. C'était de la survie.
J'ai remarqué de petites choses que je ne pouvais plus ignorer. Mon nom absent des photos de groupe. Des décisions déjà prises quand j'entrais dans la pièce. Des plans annoncés comme si j'étais une employée recevant ses instructions. Quand j'ai essayé de prendre un peu de recul, le ton a changé. Tu vas bien. Tu es bizarre. Ne commence pas quelque chose maintenant. Alors, j'ai arrêté de réagir. Je me disais que c'était temporaire. Qu'après Noël, je me reposerais. Que c'était juste la saison. Mais ensuite est venu cet appel téléphonique. La voix de ma mère était calme, presque gentille. Personne n'a besoin que tu viennes cette année. Et soudain, tout s'est aligné. L'épuisement, le ressentiment que j'avais avalé, la façon dont mon rôle n'existait que lorsqu'il était utile. J'ai réalisé quelque chose en étant assise seule dans ma cuisine ce soir-là. Ils ne remarquaient pas tout ce que je faisais parce que mes actions rendaient leur vie confortable et le confort rend les gens insouciants. J'avais passé des années à protéger la fête, l'image, la paix. Et en faisant cela, je m'étais effacée. Ce soir-là, je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert mon application de notes et j'ai commencé à lister tout ce que je gérais. Pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour voir la vérité écrite. Parce qu'une fois que vous documentez ce que vous portez, vous commencez à vous demander pourquoi vous êtes la seule à soulever tout ça. Si c'était votre famille, que feriez-vous? L'appel est arrivé 3 jours plus tard. Pas un texte, pas un message sur le groupe, un appel direct. Ma mère n'avait pas l'air en colère. Elle avait l'air efficace. Léa, a-t-elle dit, nous avons discuté. Ce n'était jamais bon signe. Nous pensons qu'il est préférable que cette année soit plus intime. Moins compliquée. Moins de stress. J'ai attendu. Elle s'est raclée la gorge. Donc, tu n'as pas besoin de venir. Pas peux-tu passer ton tour, pas tu vas nous manquer. Tu n'as pas besoin de venir. Pendant un instant, mon esprit est devenu complètement silencieux. Puis, elle a ajouté doucement. Nous avons déjà tout réservé. Ce ne serait pas juste d'annuler maintenant. Juste. Le mot a sonné faux. Alors Thomas y va, ai-je dit. Oui, a-t-elle répondu rapidement. Il a vraiment besoin de cette pause. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas posé de questions. J'ai juste écouté pendant qu'elle expliquait une logistique qui ne m'incluait plus. Quand l'appel a pris fin, je me suis tenue dans ma cuisine en fixant l'écran noir de mon téléphone. Et quelque chose a basculé. Pas de la colère, pas de la tristesse, de la clarté. J'ai parcouru l'appartement lentement. La table à manger que j'ai payée, les chaises que j'ai commandées, les décorations rangées dans des boîtes que j'ai étiquetées, chaque bougie. Chaque liste de lecture, chaque tradition était mienne. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai consulté mes anciens courriels, les confirmations des prestataires, les reçus de paiement, les cartes enregistrées à mon nom. Je n'avais pas remarqué auparavant à quel point Noël m'appartenait techniquement. Pas émotionnellement, mais légalement. La commande du traiteur était sous mon compte. La location du linge de table aussi. Même le musicien. Parce que ma mère détestait la paperasse. Je te fais confiance, disait-elle toujours. Cette confiance résonnait différemment maintenant. J'ai appelé le traiteur en premier. Bonjour, ai-je dit calmement. Je dois annuler une commande prévue pour le 25. Aucune explication requise, puis la société de location, puis le fleuriste. Chaque annulation était silencieuse, professionnelle. Pas de drame, pas de discours de vengeance, juste des conséquences. Ce soir-là, j'ai ouvert le groupe familial. Je n'ai pas écrit grand-chose, juste ceci. Salut tout le monde, les plans ont changé cette année. J'organiserai un petit Noël chez moi à la place. Je comprends tout à fait si vous avez déjà d'autres projets. J'ai cliqué sur envoyer. Puis je me suis assise et j'ai attendu. Les réponses sont arrivées plus vite que prévu. Oh, merci mon Dieu. Nous ne venions que pour toi. Un petit événement semble sympa. Mon téléphone a vibré à nouveau, un appel manqué de ma mère, puis un autre. Pour la première fois,
Je ne me suis pas précipitée pour arranger les choses parce que la vérité avait enfin éclaté. Et une fois que c'est le cas, on ne peut plus prétendre que c'était un accident. C'est à ce moment-là que j'ai arrêté de protéger son Noël parfait et que j'ai commencé à me protéger moi-même. Les retombées n'ont pas explosé. Elles se sont propagées lentement, silencieusement, comme le froid s'infiltrant à travers des murs minces. Mon téléphone continuait de vibrer, des cousins posant des questions, des tantes vérifiant les plans, des oncles confus sur les lieux. Personne n'a crié. C'était le pire. Maman a rappelé ce soir-là. Je n'ai pas répondu. Thomas a envoyé un message à la place. Qu'est-ce que tu as fait? Maman panique totalement. Elle dit que tu sabotes Noël. J'ai fixé l'écran. Puis j'ai répondu une fois. Je ne sabote rien. J'ai juste arrêté de le faire. Pas de réponse. Le lendemain matin, maman s'est présentée en personne. Pas d'avertissement, pas d'excuse. Elle se tenait sur le pas de ma porte, les bras croisés, le regard acéré. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A-t-elle exigé. Je ne l'ai pas invitée à entrer. Ce qui ne va pas, ai-je dit, c'est que tu m'as dit qu'on n'avait pas besoin de moi. Elle a ricané. Tu es dramatique. Ce mot encore une fois. Tu fais toujours ça quand il ne s'agit pas de toi. J'ai gardé une voix monocorde. Je suis allée jusqu'à la table et j'ai ouvert mon ordinateur. Tout ce que tu as annulé, ai-je dit. C'est moi qui l'ai payé. Son visage a changé. Pas de la culpabilité. Du calcul. Tu n'oserais pas, a-t-elle dit. Je l'ai déjà fait. Elle a ri une fois, un rire sec et vide. Tu penses que ça te rend puissante. Tu m'humilies. Non, ai-je répondu. J'ai arrêté de me cacher pour toi. Thomas est arrivé derrière elle. Maman, a-t-il dit doucement. Peut-être que nous devrions parler. Elle s'est tournée brusquement vers lui. Alors maintenant, tu prends son parti. Et c'était là. La rupture. La chose qu'elle avait évitée pendant des années en me laissant tout absorber. Maintenant, il n'y avait plus de tampon. À midi, l'histoire changeait. Pas parce que j'avais expliqué, mais parce que les gens remarquaient. Mamie m'a appelé directement. Je ne comprends pas, a-t-elle dit doucement. Ta mère dit que tu as abandonné Noël. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai dit. J'ai juste arrêté de le diriger. Une longue pause. Puis j'aurais aimé le savoir. Cela a fait plus mal que les cris. Au deuxième jour, les discussions de groupe se sont fragmentées. Des fils plus petits, des appels privés, des questions discrètes. Maman a essayé de contrôler la situation. Elle est sensible. Elle surréagit. Elle fait toujours ça. Mais les gens comparaient leurs notes maintenant. Qui gérait les rappels? Qui coordonnait les trajets? Qui payait les acomptes, qui arrivait toujours en premier? L'illusion s'est fissurée. Ce soir-là, Thomas est venu chez moi, pas en colère, juste fatigué. Elle te rejette la faute pour tout, a-t-il dit. Je sais, ai-je répondu. Elle dit que tu as ruiné ses vacances. J'ai regardé autour de mon appartement. Des lumières chaudes, de la nourriture, de la cuisine, des gens arrivant parce qu'ils l'avaient choisi. Je n'ai rien ruiné, ai-je dit. Je me suis retirée du mensonge. Thomas a dégluti. Je ne pense pas qu'elle sache comment arranger ça. J'ai haussé les épaules. Elle n'a jamais essayé de m'arranger non plus. Pour la première fois, personne ne m'a demandé d'arrondir les angles. Ils étaient enfin assis dans le silence que j'avais porté seul. Et ils détestaient à quel point il semblait vide sans moi. Le matin de Noël était calme. Pas vide, pas triste, juste paisible. La lumière du soleil se glissait à travers les stores de mon appartement. Le genre de lumière qui ne vous presse pas. Le genre qui vous laisse respirer. J'ai fait du café et je me suis tenue pieds nus sur le sol de la cuisine. Pas de discussion de groupe qui vibre. Pas de crise de dernière minute. Personne ne me demandant de réparer quoi que ce soit. Pour la première fois depuis des années, Noël n'était pas une performance. C'était juste le mien.
Les gens sont arrivés lentement. Pas parce qu'ils y étaient obligés, mais parce qu'ils voulaient être là. Mamie m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. Thomas est resté discret, mais présent. Personne n'avait besoin d'un scénario. Nous avons mangé quand la nourriture était prête, ri quand quelque chose a brûlé, laissé la journée se dérouler sans forcer. À un moment donné, j'ai réalisé quelque chose de simple. Je n'attendais plus que ma mère appelle. Pas pour des excuses, pas pour une permission, pas pour une approbation. J'avais déjà ce dont j'avais besoin. La vérité n'a pas tout arrangé. Elle n'a pas effacé les années que j'ai perdues. Elle n'a pas transformé magiquement ma famille en quelque chose de sain. Mais elle a fait une chose. Elle m'a empêché de disparaître. Je ne suis pas parti pour la punir. Je suis parti pour arrêter de me trahir moi-même. Les limites ne m'ont pas rendu cruel. Elles m'ont rendu visible. Plus tard ce soir-là, après que tout le monde soit parti, je me suis assise sur le canapé dans la douce lueur des lumières du sapin. Le même canapé que j'avais autrefois payé pour que quelqu'un d'autre ait l'air bien. Maintenant, il me soutenait moi. J'ai pensé à la fille qui restait silencieuse, qui avalait sa déception, qui croyait que l'amour signifiait être utile. Elle a fait de son mieux. Mais elle ne dirige plus ma vie désormais. Cette histoire nous rappelle avec force que dans de nombreuses familles, la paix repose souvent sur les épaules d'une seule personne qui accepte de s'effacer. Léa a illustré ce que les psychologues appellent le travail émotionnel invisible, cette charge mentale épuisante que l'on finit par normaliser jusqu'à ce qu'elle devienne une exigence plutôt qu'un cadeau. Le tournant décisif ne se produit pas lorsqu'elle annule le traiteur, mais lorsqu'elle réalise que son utilité n'est pas sa valeur. En fixant des limites claires, elle a non seulement sauvé sa propre santé mentale, mais elle a aussi forcé les autres membres de la famille à faire face à la réalité de leur propre confort. Il est parfois nécessaire de laisser les choses s'effondrer pour voir qui est prêt à aider à ramasser les morceaux et qui ne faisait que regarder la construction. La leçon ici est que l'amour ne devrait jamais exiger l'effacement de soi. Si vous vous reconnaissez dans le rôle de Léa, sachez que dire non n'est pas un acte de guerre, mais un acte de survie. C'est en cessant d'être un pilier invisible que l'on devient enfin une personne à part entière aux yeux des autres. Avez-vous déjà ressenti que votre place dans votre famille ou votre cercle social ne dépendait que des services que vous rendez? Seriez-vous prêt à laisser un événement important s'effondrer pour enfin vous faire respecter et poser vos limites? Partagez votre expérience en commentaire, cela pourrait aider quelqu'un qui n'ose pas encore dire non.